Abonne-toi, pouce bleu, commente et surtout bon visionnage. Mesdames et messieurs, chères aspirantes, chers aspirants de police, bienvenue sur le campus provincial. Le campus provincial accueille l'académie de police, les écoles de sécurité civile et la 7e technique de qualification assistant au métier de la prévention et de la sécurité. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour devenir un policier. Monsieur, quel est votre nom? Du cœur. Vous êtes un touriste. Vous êtes au club Méditerranée. Nous en reparlerons. Plus sérieusement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour devenir un policier. Mon équipe pédagogique et moi-même vous souhaitons la bienvenue. Et nous avons 1 an pour faire de chacun d'entre vous un policier full option. Voilà, vous êtes devant nous aujourd'hui pour devenir policier demain. Vous avez présenté l'ensemble des épreuves de recrutement, les 5 tests. Je vous félicite pour votre réussite. J'ai devant moi, et j'en suis certain, la crème de la crème. Et donc maintenant, il vous reste à vous lancer dans cette aventure. C'est votre choix. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Bonjour, je m'appelle Aline Segers, j'ai 46 ans et j'entame une année à l'académie de police. Avant ça, j'étais enseignante. Pendant 22 ans, j'ai enseigné dans les écoles techniques et professionnelles. J'ai 2 enfants aussi qui ont grandi, un fils de 18 ans et une fille de 20 ans. Donc je me suis bien occupée d'eux, maintenant il me reste du temps en moi et je me suis dit que c'était peut-être la bonne période. Ça scindait ma possibilité de carrière en 2. Je cherchais un métier qui me plaise autant, voire plus, avec peut-être un petit peu plus d'adrénaline. Cette envie m'est venue avec ma famille. Comme j'ai une famille qui travaille dans divers métiers, j'en ai qui sont à l'armée, à la police, d'autres qui sont pompiers. Et le métier qui m'intéressait le plus, moi, c'était vraiment la police. C'est vraiment devenu un rêve d'enfant. Vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à m'informer sur le site JobPol, voir comment l'épreuve de sélection se passait, comment le recrutement se passait, ainsi que l'année d'académie. J'ai pris contact avec des commissariats et là les portes vraiment, à ma grande surprise, se sont ouvertes. On m'a accueilli toujours avec beaucoup d'attention, on m'a consacré du temps, on a répondu à mes questions. J'ai trouvé que bien c'était un secteur où je pouvais me sentir utile et puis j'ai passé le cap. J'ai envoyé un formulaire, j'ai eu une réponse, j'ai eu mon premier rendez-vous qui était le test physique et c'est là que l'adrénaline a commencé à faire son œuvre. Vous allez être invité à la première journée d'épreuve, où là vous allez avoir les 2 premières épreuves de sélection, à savoir l'épreuve qu'on appelle d'aptitude cognitive, qui va nous permettre d'évaluer votre capacité de raisonnement, mais également votre capacité orthographique et grammaticale. Le même jour, le parcours fonctionnel, qui est notre épreuve sportive,
une série d'obstacles que le candidat va devoir franchir en un temps imparti. Il y a diverses plateformes qui nous montrent les exercices, donc nous pouvons voir une vidéo sur le parcours fonctionnel. J'étais une sportive, mais une sportive un peu paresseuse, donc j'avais des facilités à la course. J'étais tellement déterminée, puisque j'avais pris la décision de réussir et de tout faire pour. Et me voilà lancée et j'ai réussi le test fonctionnel. J'étais la plus âgée, mais ça n'a fait que renforcer en fait ma motivation, parce que j'avais quelque chose à prouver en tant que femme de 44 ans à l'époque, en tant que femme tout court. Parce qu'il y a quand même malgré tout plus d'hommes et en plus des jeunes hommes. Et puis j'étais la seule femme de couleur aussi à me présenter. Et je me suis dit il y avait aussi cet aspect-là qui a rajouté une couche à ma motivation. Nous avons aussi des tests d'entraînement sur le site Diopol qui nous aident à nous préparer pour le cognitif. Donc je me suis exercée plusieurs fois à faire ces tests jusqu'à obtenir un résultat assez concret. Le deuxième jour, c'est la troisième épreuve, une journée dédiée à la personnalité du candidat. Ces différents tests qu'il va devoir présenter vont permettre de se rendre compte si le candidat possède le profil de personnalité requis. Alors la journée de personnalité se compose de différents tests. Donc il y a une partie des démarches qui devront être effectuées à domicile par le candidat. Donc par exemple, un test de personnalité informatisé. Donc le candidat va avoir toute une série d'affirmations en lien avec la personnalité et il va devoir déterminer dans quelle mesure ces affirmations lui correspondent ou non. Toujours à domicile, il devra compléter ce qu'on appelle un questionnaire biographique. Donc c'est un document qui va nous servir d'outil pour mener l'entretien de personnalité. Dans ce questionnaire, il va devoir expliquer son parcours scolaire, son parcours professionnel, quels sont ses loisirs, quelles sont ses motivations à entrer à la police, quels sont ses points forts, ses faiblesses. Voilà, toute une série d'informations qui vont nous être utiles pour la suite. Alors une fois que tout ça est fait, le candidat vient alors chez nous pour la journée de personnalité, donc en nos locaux à Bruxelles. Et là, il aura deux épreuves à passer, un entretien de personnalité et un test de jugement situationnel. Dernière épreuve concernant la personnalité, c'est la commission de sélection. C'est un jury qui est formé de 3 personnes et qui, lui, va essayer notamment de voir quelles sont les motivations du candidat par rapport à sa candidature, mais également voir ce qu'il connaît du métier. Donc nous travaillons avec un système de points de contact de recrutement. Ce sont des collègues qui sont formés, qui sont volontaires et qui acceptent de recevoir dans leur bureau de police des candidats afin de parler avec eux tout simplement de leur métier et de leur faire part de leur expérience de ce métier. Ils trouvent les coordonnées de ce point de contact sur notre site internet Jobpol sous la rubrique « Rencontrer un collègue ». Quand on fait un recrutement à la police, il y a beaucoup de candidatures qui rentrent, mais il y a moins de 10% qui rentrent après à l'académie de police. Donc c'est assez important de bien se préparer. Comme l'année de recrutement prenait du temps, il existe le 7e TQ qui se fait à l'ESPA, à Andenne. Et par la suite, lors de cette formation, il y a beaucoup de cours qui sont en parallèle. Moi notamment, ça m'a aidé au niveau des cours de technique d'esquive que nous voyons ici en plus renforcés. Nous avons aussi des cours de français, le français est important, des cours de langue, anglais, néerlandais. Nous avons aussi des cours de sport. Le sport, il faut savoir que c'est très important à l'académie, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Et notamment, le plus important pour moi, ça a été les cours de communication. Ça m'aide énormément parce que le primordial en tant que policier, c'est la communication avec le citoyen. Alors, les qualités vraiment indispensables pour être un bon policier, c'est clairement en priorité l'intégrité. Donc à différents moments du processus de sélection, nous allons évaluer ce qu'on appelle l'intégrité, c'est-à-dire le respect des normes et des règles. Il est évident qu'un bon policier doit être de conduite irréprochable. C'est ce qu'on appelle une enquête de milieu et d'antécédents qui est réalisée par la zone de police du domicile du candidat et qui va tout simplement au niveau de cette zone de police voir si le candidat a l'intégrité requise par rapport à son futur métier. La qualité en tout cas attendue, c'est une bonne motivation. Donc le candidat doit être motivé et informé sur le métier de policier. Il y a toute une série de qualités qui sont attendues. Je ne peux pas vous donner une liste bien précise et exhaustive puisque ça dépend évidemment de chaque candidat. Toute dernière épreuve à présenter pour le candidat, c'est l'épreuve médicale, une demi-journée où il va avoir différents tests médicaux à présenter afin de s'assurer que tout se passe bien à ce niveau-là.
Et pour ceux qui disent, voilà, un peu comme les enseignants aussi, hein, que les policiers sont du mauvais côté de la barrière, je dirais que simplement, comme je le disais aussi en tant qu'enseignante, venez, faites-le et essayez de le faire mieux que ceux qui sont sur le terrain et que vous vous critiquez. Et voilà, et on en parlera. Moi, c'est ce que je vais tenter de faire et de me rendre utile du mieux que je peux. La première partie de votre formation va consister dans une majeure partie de cours théoriques. Vous allez avoir des cours de droit, on va vous présenter la loi sur la fonction de police, la déontologie, l'organisation judiciaire et administrative de l'État belge. Bref, vous allez vous lancer dans cette aventure. C'est à vous maintenant de vous donner les moyens de la réussite et je vous souhaite courage! Je m'appelle Terence Béa, j'ai 23 ans, j'habite Namur. Et j'ai voulu devenir policier tout simplement parce que dans ma famille, il y a dans mes oncles énormément de policiers. Mon père lui-même a fait partie de la police militaire. Et depuis tout petit, aussi longtemps que je m'en souvienne, c'est un métier qui m'a toujours intéressé. En fait, les aspirants sont convoqués le premier jour à 8 h du matin et ils sont reçus par l'ensemble du staff. Donc c'est l'occasion d'abord pour eux de faire la connaissance de leurs futurs collègues et des élèves qui vont partager leur classe, et également de l'ensemble des personnes qui vont encadrer leur formation durant toute l'année. Alors il s'agit du personnel administratif, des formateurs responsables de promotion, du pédagogue, moi-même, et bien entendu du directeur de l'académie de police. Le directeur a posé les bases en disant que le taux de réussite était mince. Et déjà le fait qu'on soit déjà à l'académie représentait déjà un exploit, puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la chance d'être repris. J'ai aussi ressenti énormément de fierté d'être là, puisque je faisais partie du petit pourcentage de personnes qui avaient l'opportunité de pouvoir participer à la formation de police. Mais ce qui est surtout important, c'est que pour eux, c'est le premier jour de l'aboutissement d'un rêve, quelque part. Ça fait pour certains plusieurs années qu'ils y rêvent, qu'ils y pensent. D'autres un peu moins, mais tous sont passés par des procédures qui sont assez difficiles, assez compliquées. Ils les ont réussis, ils en sont fiers. Dès le premier jour, on essaye de leur faire sentir cette responsabilité qu'ils vont devoir assurer au sein de la société finalement. Et on va essayer de leur faire rendre compte combien ils peuvent être fiers d'appartenir à un corps de police qui est indispensable au fonctionnement de notre société. Le formateur responsable de promotion encadre les étudiants depuis leur premier jour, donc le jour de leur arrivée, jusqu'à la fin de leur cursus et donc leur départ en unité. On travaille essentiellement avec eux pour leur inculquer tout ce qui est rigueur, discipline. On leur apprend les valeurs de notre institution. On les coach tant sur le plan administratif, donc on les aide à accomplir toutes les démarches administratives liées à leurs nouvelles fonctions. Et on regarde également à tout ce qui est disciplinaire les concernant. Donc on a quand même un œil sur eux en permanence pendant leur année de formation. C'est différent d'un enseignement classique parce que justement on est rémunéré pour le fait de devenir policier. Donc ça montre quand même qu'il y a une certaine confiance en nous, déjà du fait qu'on soit à l'académie. Mais maintenant il y a aussi une pression derrière parce que on se sent quand même obligé de réussir puisqu'on est payé pour. Ça représente une somme de 1600 €, 1650 € par mois. Donc ce qui est quand même une bonne somme déjà juste pour pouvoir étudier. Exceptionnel, hein. Il y a peu de professions qui ont fait ce choix-là de rémunérer leurs futurs partenaires, je dirais, dès le moment de leurs études. En fait, c'est une forme de reconnaissance, et de reconnaissance légale aussi. De reconnaissance comme quoi ce sont de futurs policiers, bien entendu, mais qui déjà, durant leur apprentissage, vont être amenés à porter des actes, et des actes en tant que policiers. Les 3 premiers mois, ils vont avoir des matières essentiellement théoriques, dans 5 thématiques particulières. La première matière est liée au fonctionnement de notre État, comment se structure notre État. La deuxième thématique est très liée à la première quelque part, puisqu'elle aborde la loi sur la fonction police. En fait, les policiers, dès le départ, doivent savoir qu'ils vont avoir des droits et des devoirs supplémentaires par rapport aux citoyens lambda. La troisième thématique est une thématique éminemment transversale. Elle est relative à la déontologie policière. En fait, l'institution policière s'est dotée d'un code,
d'un code de déontologie qui délimite les attitudes qui sont encouragées ou celles au contraire qui sont découragées, voire punies bien entendu, quand un policier travaille sur le terrain. Nous donnons la formation au cap des bases de la police pour leur apprendre comment vivre ensemble malgré la différence. Parce qu'en fait, la police est appelée à vivre avec la population de manière permanente et ça c'est une police de proximité et ça demande à ce qu'ils puissent comprendre les contextes sociétaux de comment ces gens-là vivent parce qu'ils sont en contact avec différentes personnes venant de différents horizons, avec des cultures très différentes, mais comment malgré cette différence-là arriver à vivre ensemble avec eux. Quand on est en face d'une personne, bon, il faut rester neutre, pas avoir des images guides, pas avoir de préjugés ou bien des stéréotypes. Et là, on fera son travail avec objectivité et avec impartialité. La quatrième matière est liée au droit pénal. En fait, la plupart des aspirants n'ont jamais fait de droit. Et donc, ils doivent appréhender les bases de ce qu'est le droit, ce qu'est le trajet d'un dossier, quelles sont les compétences des différents tribunaux, quelles sont les limites et quelles sont les fonctions des différents magistrats. C'est également à cette occasion-là qu'ils abordent la notion de victime, de suspect, d'auteur ou de co-auteur. Donc ce sont des matières qui sont indispensables à la compréhension de la mise en œuvre des différentes lois qu'ils auront à appliquer par après. Il y a la cinquième thématique qui fait très peur d'ailleurs généralement aux aspirants. C'est une thématique liée à la circulation et liée principalement au code de la route. Alors bien sûr, vous, moi, monsieur et madame, on a tous à connaître notre code de la route à partir du moment où on prend un véhicule. Le policier doit le connaître également, mais dans des détails bien plus importants, bien entendu, parce qu'il doit pouvoir faire face à tous les cas qu'il va trouver sur la route. C'est d'abord pour nous une manière de pouvoir faire passer le fruit d'une expérience professionnelle qui remonte quand même maintenant à quelques années, même quelques décennies. Et je pense que pour l'auditoire, ça peut être intéressant et valorisant d'entendre un praticien de la matière qui va présenter d'abord cette matière d'un point de vue théorique, mais qui va accompagner cette présentation par des exemples sortis de la pratique, c'est-à-dire clairement de dossiers qui sont évoqués dans le domaine judiciaire au jour le jour. Nous sommes ici dans le cadre d'un enseignement professionnel. Donc le but n'est pas d'apprendre son boulot sur papier. Maintenant, il est vrai qu'en sortant de l'instruction, voilà, ce ne sont pas des super flics, mais ce sont des gens au moins qui auront cet aspect. Voilà, ils ont eu quelqu'un devant eux qui a une certaine expérience, qui leur a fourni cette expérience. Donc c'est vraiment quelque chose de gratifiant de dire, voilà, on ne garde pas ce qu'on a appris pour nous. On le diffuse. C'est la base du principe d'un esprit de corps. Un esprit de corps, c'est quoi? C'est tout le monde qui profite des expériences de chacun. La présentation brute et théorique d'une matière juridique peut être particulièrement compliquée, surtout celle-là, mais si elle s'accompagne d'une présentation pratique, au départ de dossiers qui ont été ou qui sont soumis à l'appréciation du pouvoir judiciaire, je pense que les choses peuvent aussi être clarifiées de cette manière-là. Parce que c'est comme pour tout, c'est comme quelqu'un qui va faire du vélo, il ne va pas savoir faire du vélo directement. Il faut peut-être l'aider un petit peu plus. Il y en a qui prennent plus de temps, c'est comme tout le monde. Vous ne devenez pas chef d'entreprise du jour au lendemain. Donc c'est la même chose ici avec nos apprenants. C'est nous qui effectuons aussi toute cette partie de remédiation, où nous pouvons même voir avec soit le chargé de cours ou soit le moniteur de pratique, voir si justement où se situerait le problème et voir comment est-ce qu'on pourrait le résoudre. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a un travail, je vais dire, de symbiose. Ce n'est pas tout le monde travaille dans son petit coin, tout le monde travaille ensemble, que ce soit l'apprenant, que ce soit le chargé de cours, que ce soit le formateur. Nous avons un aspirant qui remarque qu'il a une certaine faiblesse en tir. Voilà. Lors des exercices de tir, il rend compte qu'il a un certain décalage ou qu'il a une certaine faiblesse. Nous procédons à ce moment-là à des remédiations. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Nous prenons l'ensemble de l'évaluation de l'aspirant par rapport à ses débuts. Donc, on ne regarde pas un point fixe. Parce que comme tout le monde, on peut être un jour fatigué ou énervé ou n'importe quoi. On regarde l'évolution de l'apprenant. Bien sûr, si on constate que c'est un événement isolé, voilà, on lui conseille de voir d'abord ce qui se passe. Mais si on remarque vraiment qu'il y a un petit retard qui commence à s'accumuler, notre travail, c'est quoi? C'est pas de casser les gens, c'est de les aider à pouvoir s'épanouir, à pouvoir grandir et surtout à pouvoir atteindre leur objectif qui est, in fine, de devenir policier.
Donc on est très à l'écoute des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, soit liées à leur arrivée au sein de leur nouvelle fonction. Certains rencontrent beaucoup de difficultés à s'adapter justement au nouveau rythme, aux horaires, à cette discipline qu'on impose quand même chez nous. Donc on est là pour les aider et on les aide également dans toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le plan personnel. On a ce qu'on appelle au sein de la police l'esprit de corps. Et donc c'est quelque chose qu'on essaie d'adopter déjà entre nous. Il y a énormément d'entraide. Par exemple, on a différents petits groupes, par exemple WhatsApp ou autres, où on se partage par exemple des synthèses que d'autres personnes ont faites. On se donne des conseils entre nous. Dès qu'on voit qu'une personne est un petit peu lésée par une matière ou un certain élément, on vient directement aider la personne. Il y a 2 niveaux d'évaluation dans le bloc 1. Un niveau d'évaluation qui est lié à leur attitude. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement professionnel. Et donc pendant les 2 mois et demi, 3 mois que dure le bloc 1, on va les observer dans leurs attitudes, c'est-à-dire dans leur notion d'implication, par exemple, de politesse également, dans des attitudes de respect, de solidarité, dans le respect de la déontologie. Donc ça, ce sont d'autant de critères qui sont pris en compte que pour faire leur évaluation de fonctionnement professionnel qui doit être à tout le moins satisfaisant. Et d'autre part, et c'est la deuxième partie d'évaluation, il y a un examen écrit. Et cet examen écrit comprend un grand nombre de questions qui concernent les 5 thématiques dont nous avons parlé précédemment. Et ils doivent réussir chacune de ces thématiques séparément, avec une cote de 12 sur 20. S'ils n'ont pas cette cote de 12 sur 20, alors ils sont appelés en deuxième session. On a aussi la réception de l'uniforme, avec tout le matériel qui en découle, que ce soit le polo, la chemise, le pantalon, le ceinturon et tout ce qui s'ensuit. Aspirant du cœur, nous y voilà enfin. J'espère que dorénavant vous serez dans une tenue réglementaire. Voici votre uniforme, prenez-en soin. Vous pouvez disposer. On sent énormément de fierté parce qu'on se dit... déjà on trouve que... Moi personnellement je trouvais que ça m'allait plutôt bien. Et donc ouais, on sent énormément de fierté quand même. Ouais. On aime se voir là-dedans et on sent que... on sent aussi qu'on a une responsabilité derrière, qu'on rentre vraiment dans le sérieux. Vous avez réussi le bloc 1 relativement théorique. Bienvenue maintenant dans ce bloc 2 qui est essentiellement pratico-pratique. Il est clair qu'il va falloir maintenant avoir un esprit scrutateur, observateur, être professionnel, être passionné, être efficace, être efficient. Et vous allez maintenant recevoir votre uniforme. Vous allez être fiers de porter cet uniforme. À vous de donner le corps à cet uniforme. Allons-y. Je m'appelle Colacino Valentin. Pourquoi je volontaire à la police? Tout d'abord, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti au plus profond de moi depuis que je suis tout petit. Cependant, il y a aussi d'autres motivations, comme pouvoir être l'homme de la situation, pouvoir aider le citoyen. Après des examens, ils passent en bloc 2, où ça dure plus ou moins 9 mois, alternance, examen compris, où là, ils ont l'occasion de toucher vraiment au boulot policier, notamment des cours judiciaires, où on parle de vol, où on parle de meurtre, où on parle d'homicide, on parle de coups et blessures, toutes les infractions possibles et imaginables. Je suis chargé de cours ici à l'Académie de police pour donner la formation alerte à la bombe aux cadres de base. Le but, c'est qu'ils puissent répondre à toutes les interventions policières dans lesquelles les munitions sont concernées, donc que ce soit lors de perquisitions, sensibiliser aux produits précurseurs, pour la fabrication d'explosifs artisanaux par exemple, via des images et des casus pratiques. Ils apprennent à faire des PV, ils apprennent à manipuler une arme à feu, ils apprennent à manipuler le bâton de police, donc l'ancienne matraque. Ils apprennent à manipuler les menottes pour pouvoir priver les personnes de liberté. Ils ont des cours qui leur expliquent que pour priver une personne de liberté, il faut quand même avoir de la matière derrière parce que c'est pas rien d'empêcher quelqu'un d'aller et venir. L'objectif du cours, c'est de permettre aux futurs fonctionnaires de police de connaître les éléments constitutifs de chaque infraction et ses circonstances aggravantes. C'est l'objectif primordial. Comme autre cours, ils ont des descentes sur les lieux, donc ils apprennent à arriver sur une scène qu'on appelle dite de crime, où ils apprennent à faire des périmètres, à protéger d'éventuelles traces, à porter secours à des gens qui sont en malaise, qui sont gravement blessés,
comment est-ce qu'on va appeler l'ambulance, qu'est-ce qu'on va dire aux ambulanciers. On a des exercices intégrés. On essaye de mettre tout ça en place. Donc il y a un chargé de cours qui a donné cours de PV, un chargé de cours qui a donné cours de tir, un chargé de cours qui a donné cours de self-défense, un autre de TTI. Et on met tout ça en musique sur un gros exercice où l'aspirant arrive et il doit essayer de gérer avec son collègue. Voilà, je suis rentré à l'académie de police en 2006. Après ma formation, je suis tout de suite arrivé à la zone de police de Namur début 2008 et j'y suis toujours. Je suis affecté au service intervention. Et donc, parallèlement à mon travail de policier, en 2013, j'ai été engagé par le commissaire Drisquet à l'académie de police de Namur pour assurer un rôle d'acteur au sein de la formation des aspirants inspecteurs. Nous sommes un groupe de demi-douzaine de collègues qui travaillons dans des services soit fédéraux ou dans des zones de police locales. Nous sommes pour la plupart tous en première ligne, donc ça nous permet de reproduire au mieux des situations de terrain. Nous intervenons à plusieurs moments de la formation, mais toujours de manière ponctuelle. Nous intervenons lors des cours de technique d'audition, de TTI, donc tactique et technique d'intervention, lors d'exercices pratiques intégrés et bien évidemment lors de la réalisation des jeux de rôle organisés en fin de session de formation. Alors l'uniforme, ça rajoute, on va dire, un sérieux. Quand on est habillé en tenue civile, on est encore en période d'essai. Une fois qu'on enfile l'uniforme, on rentre dans la cour des grands, ça devient sérieux. Nous portons l'uniforme uniquement dans le campus et en alternance lors de nos stages. En dehors, c'est tenue civile. Par rapport à ça, on a aussi le gilet pare-balles qui est un moyen de protection quand même important, qu'il ne faut pas croire que ça existe vraiment en permanence depuis longtemps. Ça fait une dizaine d'années où l'aspirant rentrant à l'académie reçoit un gilet. Il est obligatoire de le porter quand on est en service. C'est un inconfort pendant 8 heures de service. L'aspirant ici le portera donc en permanence quand il aura des cours de maîtrise violence, tir, PTIP, sans arme à feu et d'autres exercices intégrant une genre d'intervention opérationnelle plus réaliste. Au niveau de l'arme de service, je n'avais pas d'appréhension car j'y étais préparé. On nous en parle dès le bloc 1. On le sait avant de rentrer à l'académie de police aussi. On sait très bien que c'est quelque chose qui va avec le métier. C'est une fois de plus une responsabilité. On commencera toujours par une approche dans une salle de théorie où pendant 4 heures, on expliquera ce qu'ils vont recevoir comme arme au niveau du fédéral. C'est un Smith & Wesson 9 mm, donc le calibre c'est super connu. On démonte l'arme avec eux, on explique toutes les pièces, on essaie qu'ils comprennent comment fonctionne l'arme. Et bien avant ça, en introduction, on leur explique les mesures de sécurité. Qu'ils arriveront au stand de tir au cours d'après, après 4 heures de théorie, où ils verront la manière de tirer. Il y a 6 principes de base qui font que si on les réunit correctement, on arrivera à faire un résultat plus ou moins correct. Mais le tir, c'est vraiment révélateur parce que c'est super mental. Si mentalement on n'est pas prêt et concentré, on rate. C'est pas de l'entraînement. Alors, les premiers jours au stand de tir, c'est la découverte. Donc c'est impressionnant. On tient pour la plupart la première fois une arme dans ses mains. Donc c'est un petit peu la fête foraine à l'intérieur. En revanche, plus on avance, plus ça devient sérieux. On nous met en condition de situations réelles. Et donc ça devient plus un réel entraînement policier qu'un jouet. On prend vraiment conscience de ce que nous avons entre les mains. À partir du bloc 2, ils vont pouvoir aller toucher un petit peu au terrain. L'alternance, en tout cas pour Namur, est divisée en 3 périodes. L'alternance 1, où ils vont en civil sur le terrain pour voir un petit peu comment fonctionne une zone de police. Après, il y a l'alternance 2, où ils vont sur le terrain pour déjà mettre en pratique un petit peu d'activités plus pratiques qu'ils ont connues avant. Et là, ils ont une attestation attestant qu'ils ont suivi les cours pratiques, tir, self-défense, PTIP, et d'autres cours genre PV qui sont à niveau en tout cas pour aller faire une semaine en stage dans une zone. La dernière alternance, c'est vraiment, ils sont full formés, ils n'ont plus vraiment beaucoup de cours à recevoir et donc ils vont sur le terrain en tant que ce qu'on appelle 3e homme. Donc il y a les 2 policiers aguerris de terrain qui prennent en charge le stagiaire qui se trouve derrière. La première fois qu'on arrive sur le terrain, c'est toujours impressionnant parce que là on va devoir répondre aux questions des citoyens. Et le citoyen, lui, ne fait pas la différence entre un aspirant inspecteur et un inspecteur. Donc là, il faut faire preuve d'un sérieux et de rigueur bien plus grande encore qu'à l'académie. Et ensuite, c'est au quotidien une découverte.
Quand ils arrivent pour la première fois, il y a d'abord une petite phase d'observation ou de présentation des services et puis une phase de stage troisième homme. Donc on va être plus en retrait, il va plus observer et puis en fonction de l'élève, s'il se sent plus à l'aise, plus le stage, dans l'évolution du stage, pourra prendre une place plus importante sur l'intervention. La relation avec le mentor sur le terrain est bienveillante. Il va donc nous être attitré à l'arrivée de l'alternance. Et il nous suivra au quotidien dans nos missions. C'est avec lui qu'on fera des rapports sur ce que nous avons vécu. Il nous fera un compte-rendu sur nos bonnes actions et mauvaises actions, nos défauts, nos qualités. Et avec lui, on évoluera tout au long de l'alternance. Le rôle de mentor, c'est assurer le suivi entre les connaissances donc, au niveau de l'académie de l'aspirant et la mise en pratique sur le terrain, donc contrôler qu'il connaît sa matière, en tout cas, qu'il est à l'aise, savoir le briefer avant d'arriver sur intervention, savoir le débriefer sur ce qui a été, ce qui a moins été, et le mettre en avant dans les domaines peut-être où il est plus à l'aise, en retrait et en analyse sur les domaines où il est peut-être moins à l'aise, pour ensuite s'améliorer par la suite, donc toujours dans une optique d'amélioration continue. J'avais mon mentor. Je lui avais fait part du fait que je ne savais pas bien faire un contrôle routier. Et donc on est parti en patrouille et il m'a dit lorsque tu constates une infraction, tu fais signe, on ira contrôler le véhicule. La première fois je le ferai devant toi, la deuxième fois tu le feras en partie et la troisième fois par contre tu feras tout le contrôle à 100%. C'est là vraiment qu'on apprend. Au début on est stressé, c'est la voix qui tremble et à la fin ça devient naturel au fil des contrôles. Après la dernière alternance, ils reviennent, débriefing de ce qu'ils ont vécu en alternance, évaluation, remise des évaluations, et puis on commence les examens. Et les examens, ils sont interrogés sur des matières purement théoriques avec des examens écrits, interrogés sur des matières pratiques où là, il y aura des mises en situation, et l'ensemble de tous ces examens représente entre 15 et 20 cotes différentes où l'aspirant est obligé d'avoir 12 sur 20 minimum pour réussir. Une fois que les examens sont finis, ils reçoivent leur bulletin, les félicitations du directeur et de toute l'académie de police. À ce moment-là, ils reçoivent leur carte de légitimation qui leur permet de prouver leur fonction d'inspecteur de police. Et ils se rendent soit dans une zone qu'ils auront pu choisir et réussir des tests de commission, soit ils iront au fédéral où on les dirigera sous forme de détachement vers des zones déficitaires, qu'on appelle ça, donc des endroits où il manque du personnel. Voilà, monsieur l'aspirant inspecteur de police. Je me rappelle votre tenue un peu particulière et légère à la rentrée académique. Vous avez compris les valeurs qui sont les nôtres. Voici votre carte de service, s'il vous plaît. Toutes mes félicitations. Là, leur cursus, entre guillemets, leur formation n'est pas vraiment finie parce qu'à partir du moment où ils partent de l'académie, il y a encore 6 mois de stage probatoire, qu'on appelle ça, où ils vont être évalués inspecteurs, oui, déjà nommés, mais comme des stagiaires quand même, on va les surveiller plus. Et au bout de 6 mois, ils auront une évaluation, si elle est positive, ils sont réellement inspecteurs de police dans leur pleine fonction. Nous sommes leur nouvel employeur. Et donc la première semaine, c'est une semaine d'information, de formation pour des choses qu'ils n'auraient pas eu l'occasion d'apprendre à l'académie, pour découvrir l'environnement de travail nouveau. Le premier moment, c'est la rencontre avec le chef de corps où je les accueille, ça me semble logique, il faut un peu démystifier la fonction, qui est le grand patron. Et je leur fais un petit speech, 10 minutes, un quart d'heure, en disant « Vous venez ici, voilà ce qui est important pour moi ». Ce sont les points d'attention, c'est prenez votre place. Et donc c'est ce premier contact qui est important, me semble-t-il, quand on a un nouveau job. On les a engagés, donc ils rentrent dans la firme, dans l'entreprise Police Namur Capitale. Ce sont des travailleurs à part entière. Donc on est censé, puisqu'ils sont sortis de l'académie, leur demander exactement ce qu'on demandera à n'importe quel collègue. Mais on se rend bien compte qu'ils n'ont pas l'expérience, ils ont des choses à apprendre. Donc ils sont policiers full-time, à temps plein, mais ils sont toujours accompagnés, aidés pendant cette période de 6 mois pour un peu les aiguiller dans les étages ou dans les procédures qu'ils ne connaissent peut-être pas chez nous. Et donc ils doivent pendant les 6 premiers mois ajuster, apprendre, mais on leur fait entièrement confiance dès le premier jour. Je leur demande même d'ailleurs, c'est la première chose que je leur dis dans le petit speech d'accueil, prenez vos responsabilités. Je préfère toujours dire à un collègue, attention, tu as été un tout petit peu trop vite, c'est pas comme cela qu'on fait chez nous, plutôt que de devoir leur botter l'arrière-train.
D'un autre côté, il faut aussi se rendre compte que l'Académie de police de Namur, comme on est la zone de police Namur-Capitale, est notre principal pourvoyeur. Et donc c'est vraiment une étroite collaboration qu'on a avec l'Académie. Et donc nous avons aussi une cinquantaine de collègues, en gros, qui sont chargés de cours, entre autres auprès de l'Académie de police de Namur. Et donc c'est vraiment une symbiose, un échange qu'on a entre nos deux institutions. Et donc je suis effectivement très satisfait des collaborations qu'on a avec l'Académie. Mesdames et messieurs les aspirants inspecteurs de police, vous êtes dorénavant de véritables inspecteurs full option. Vous serez nos ambassadeurs, vous serez nos représentants. Vivez votre vie de policier, soyez prudents, rompez!